Je vais donc vous présenter notre dernier orateur scientifique, puis nous passerons aux avocats. Martin Kulldorff. Professeur Kulldorff, merci d'être avec nous. Vous êtes du département de médecine Howard Medical School et vous allez nous expliquer une grande déclaration, la grande déclaration de Barrington. Vous êtes là ? Merci beaucoup de m'avoir reçu. C'est un grand plaisir. Et merci pour tout l'excellent travail que vous faites pour apporter un peu de bon sens à cette folie que nous vivons. Je voulais parler un peu de la grande déclaration de Barrington, mais aussi de certains des principes sous-jacents de la santé publique que nous avons jetés par la fenêtre pendant cette pandémie. Et pour ceux qui sont intéressés, j'ai envoyé un tweet sur ces choses plus tôt dans la journée, énumérant 12 principes de santé publique oubliés. L'un d'entre eux est qu'en matière de santé publique, il est important de ne pas se limiter à une seule maladie comme le Covid-19, mais de prendre en compte tous les aspects de la santé publique et d'examiner les dommages collatéraux ou les autres conséquences ou préjudices causés par les mesures que nous prenons, quelles qu'elles soient. Et cela a été complètement oublié pendant cette pandémie. Et nous avons vu maintenant, comme les deux orateurs précédents l'ont mentionné, que nous avons d'énormes dommages collatéraux dus aux mesures de confinement et à cette stratégie. Nous avons des taux de vaccination infantile en chute libre. Les résultats des maladies cardiovasculaires sont bien pires. Nous avons beaucoup moins de cas de cancer, mais ce n'est pas parce qu'il y a moins de cancers que nous ne les détectons pas. C'est parce que les gens ne reçoivent pas le traitement qu'ils devraient avoir. Et cela n'entraînera peut-être pas autant de décès cette année, mais cela se produira dans les années à venir. Nous devons donc vivre avec et mourir avec pour les 2 prochaines décennies. Nous avons aussi la détérioration de la santé mentale, tant chez les personnes âgées que chez les jeunes. Et donc, voilà l'aspect très tragique de notre réponse à cette pandémie. Et au fil du temps, nous allons obtenir de plus en plus de données et de plus en plus de chiffres sur l'ampleur exacte de ce problème. Et le deuxième principe de santé publique que nous avons oublié est que la santé publique est une question de long terme et non de court terme. Et beaucoup de médias et de discussions scientifiques sur cette pandémie portent sur le nombre de cas de Covid cette semaine, le nombre de décès cette semaine, etc. Et ce qui s'est passé au printemps, les mesures de confinement, qui, j'en suis sûre, ont eu un certain effet sur la disparition du Covid-19, mais cela ne fait que repousser les choses à l'avenir, de sorte que nous sachions plutôt comment faire face à l'automne. Donc du point de vue de la santé publique, cela ne présente aucun avantage, mais cela ne fait que repousser les problèmes à l'avenir. Le troisième principe que nous avons oublié est que la santé publique est la santé publique pour tout le monde, et pas seulement pour un groupe. Et ce que nous avons essentiellement fait avec le confinement, nous avons protégé les jeunes adultes qui peuvent travailler à la maison, qui sont à très faible risque, comme les avocats, les journalistes et les scientifiques, qui n'ont pas besoin de protection parce qu'ils sont exposés à des risques minuscules de Covid-19 à la place. Mais en même temps, il y a des personnes plus âgées dans la population active, qui ont la soixantaine et parfois la septantaine, qui travaillent comme chauffeurs de taxi, comme concierges dans un supermarché ou dans des usines de transformation des aliments et qui sont exposées même si elles sont à haut risque. Nous avons donc changé. Nous n'allons pas déplacer le fardeau de cette maladie des personnes les plus fortunées aux personnes les moins fortunées. Et je veux voir si je peux partager à nouveau l'écran. Voyons. Pouvez-vous voir cela sur l'écran? Voici donc un exemple de Toronto, au Canada. Au printemps, vous pouvez voir au début du mois de mars que les cas de la COVID-19 ont augmenté à peu près de la même façon
dans les quartiers riches, qui sont les deux graphiques du bas, et dans les quartiers moins riches, qui sont les graphiques du haut. L'un est basé sur le revenu et l'autre sur le nombre de personnes appartenant à des minorités. Et puis, nous avons eu le confinement du 23 mars. Et vous pouvez voir qu'après cela, il a continué à augmenter dans les quartiers les moins riches, alors qu'il a commencé à diminuer dans les quartiers les plus riches. Ainsi, à Toronto, comme dans beaucoup d'autres villes et endroits dans le monde, nous avons réussi à faire passer le fardeau de cette maladie des plus riches aux moins riches. Ainsi, ce sont les moins riches qui ont fait les frais de cette maladie, ce qui a permis de développer une immunité collective qui nous protège tous, en fin de compte. Et nous pouvons également le constater par la mortalité à Toronto, qui a été beaucoup plus élevée chez les moins riches que chez les plus riches. Vous pouvez maintenant voir que la mortalité n'est pas tombée à zéro, parce que cela ne peut pas être le cas. Parce que dans une pandémie de maladies infectieuses, nous ne pouvons jamais ramener à zéro le nombre de cas. Donc les gens qui essayent de le supprimer complètement ou qui veulent zéro cas de Covid, eh bien une fois que nous avons la maladie dans le pays, c'est impossible. Et c'est juste quelque chose qui même crée plus de problèmes et une mortalité plus élevée d'essayer de faire cela. Voilà donc un autre principe qui, bien que nous ne puissions pas éliminer complètement les risques et les dommages, nous devons essayer de les réduire autant que possible. Un autre principe est que lorsque nous avons une maladie, nous devons nous concentrer sur la protection de ceux qui sont à haut risque. Et en termes de Covid-19, alors que n'importe qui peut être infecté, le risque de mortalité est de plus de 1000 à 4 de différence entre les plus âgés et les plus jeunes. Donc les plus âgés présentent un risque beaucoup plus élevé. Ainsi, pour toutes les personnes, le Covid-19 est pire que la grippe annuelle. Pour les enfants, le Covid-19 est beaucoup moins risqué qu'une grippe. Donc, au lieu de procéder comme nous l'avons fait, c'est-à-dire en mettant en place des mesures de confinement général pour protéger tout le monde, il faut protéger les personnes âgées et il existe plusieurs moyens d'y parvenir en utilisant des mesures de santé publique standards que nous n'avons pas utilisées. Par exemple, en multipliant les tests et en réduisant le nombre de maisons de retraite, en réduisant la rotation du personnel, en permettant aux personnes âgées de vivre leur vie sans avoir à se retrouver dans un lieu bondé, sans avoir à aller au supermarché, en minimisant l'interaction multigénérationnelle, en permettant par exemple aux étudiants d'aller à l'université au lieu de les renvoyer chez eux avec leurs parents ou leurs proches plus âgés. Il y a donc beaucoup de ces mesures très standards que l'on peut prendre pour protéger les groupes à haut risque plus âgés qui n'ont jamais été utilisés. Maintenant que nous disposons d'un vaccin, c'est un moyen supplémentaire de protéger les personnes âgées en donnant la priorité de la vaccination aux personnes âgées. Mais tragiquement, nombre de ces pratiques standards n'ont jamais été utilisées pendant cette pandémie. Et au lieu de cela, il y a une tentative de suppression de ce virus dans l'ensemble de la population qui était vouée à l'échec. Et nous n'avons certainement pas réussi à protéger les personnes âgées contre ce virus. Et nous l'avons vu dans les statistiques. Un autre principe que nous avons ignoré est celui de la recherche des contacts. La recherche des contacts et l'isolation des contacts est un outil important pour de nombreuses maladies infectieuses. Par exemple, les maladies sexuellement transmissibles, ainsi que le virus Ebola lorsqu'il est apparu aux États-Unis. Mais c'est une technique inutile et contre-productive pour une maladie infectieuse courante comme la grippe ou le Covid-19 et par défaut pour toute pandémie. Et nous pouvons voir comment cela a échoué. Il y a eu d'énormes tentatives, mais elles ont échoué. Et c'est en fait contre-productif, parce que les gens ne veulent pas parler à ces traceurs de contacts. Et puis dans 5 ou 10 ans, nous aurons peut-être une autre maladie. Et quand nous devrons utiliser la recherche de contacts, les gens seront alors très sceptiques et hésitants à ce sujet. Et il sera beaucoup plus difficile de l'utiliser alors qu'elle peut être importante. Mike Eden a également évoqué la question des cas. Un cas n'est qu'un cas que si quelqu'un est malade.
Et appeler les individus asymptomatiques des cas est quelque chose de très nouveau dans la santé publique, que nous n'avons pas utilisé auparavant et que nous ne devrions plus jamais utiliser. Ainsi, alors que les tests sont importants dans un cadre hospitalier pour savoir de quoi une personne est malade, ainsi que dans une maison de retraite par exemple, pour protéger toutes les personnes, faire des tests en masse sur des personnes asymptomatiques est contre-productif et préjudiciable. Par exemple, vous testez des écoles et ensuite les écoles sont fermées et les étudiants sont lésés. L'enseignement et l'éducation sont importants pour les étudiants, à la fois pour leur éducation, mais aussi pour leur interaction physique et mentale, ainsi que sociale. Et nous pouvons voir, si vous regardez les choses de manière scientifique, la Suède est le seul grand pays occidental qui n'a pas fermé d'école. Les écoles ont été ouvertes au printemps, et pendant la pandémie, pour les enfants de 0 à 15 ans, que les garderies et les écoles. Sur les 1,8 million d'enfants, exactement 0 est mort de la Covid-19 pendant cette période. Et cela sans aucun test, sans aucun masque et sans aucune distanciation sociale. On demandait aux enfants malades de rester à la maison et c'était tout. De plus, les enseignants n'étaient pas plus à risque que les autres professions. Nous savions donc qu'il n'y avait aucun danger à garder les écoles ouvertes et qu'il n'y avait aucune raison de santé publique pour les fermer. Mais malgré cela, de nombreuses écoles aux États-Unis sont toujours fermées. Et puis, un autre aspect de la santé publique qui est vraiment troublant à long terme, c'est aussi la confiance dans la santé publique. Il n'y a pas de confiance. La confiance dans la santé publique s'est fortement détériorée pour de bonnes raisons. Mais c'est une voie à double sens que les responsables de la santé publique ou les scientifiques de la santé publique doivent emprunter pour gagner la confiance du public. Ils doivent également faire confiance au public. Car en matière de santé publique, il est très important que vous fassiez confiance au public. Le problème, c'est que lorsque vous utilisez la honte, la peur ou une peur exagérée, nous essayons de susciter une peur injustifiée pour inciter les gens à faire les choses, ce qui est extrêmement préjudiciable à la santé publique à court terme, mais aussi à plus long terme, et qui aura des conséquences pour l'avenir, comme par exemple le fait que le confinement ait été géré par la santé publique. Il pourrait maintenant réduire la confiance dans les vaccins. Ce sont donc des conséquences extrêmement tristes que nous allons vivre pendant des années et nous devons trouver un moyen de rétablir la confiance dans les deux sens, entre le public, les responsables de la santé publique et les scientifiques. Une autre chose qui a été jetée par la fenêtre est que dans le domaine de la santé, de la médecine et de la santé publique, il y a beaucoup de choses que nous ne savons pas. Et nous devons être très honnêtes sur ce que nous ne savons pas, et cela n'a pas été fait. Il y a des gens qui ont mis au point, comme le collège Peel, des modèles de prédiction où l'on devine quelque chose pour le paramètre d'entrée, puis on calcule ce qui en ressort, avec 2 millions de décès aux États-Unis et un demi-million au Royaume-Uni, par exemple. Mais ces chiffres dépendent fortement du paramètre d'entrée qui a été simplement deviné, de sorte que le résultat est également une supposition. Il est donc très regrettable de considérer cela comme une sorte de fait ou comme fiable. Un autre exemple est maintenant cette nouvelle souche de Covid-19. Nous ne savons pas en quoi elle diffère de l'autre, donc nous ne savons pas si c'est quelque chose d'important, et donc nous devons être très honnêtes à ce sujet, nous ne savons pas ces choses. Et utiliser cela comme une tactique de peur pour la population, comme je pense que cela a été fait par le ministre de la Santé du Royaume-Uni, Matt Hancock, est une erreur. Ce n'est pas comme ça qu'on traite la santé publique. Un autre principe, c'est que dans le domaine de la santé publique, la science aussi doit avoir un débat ouvert, une discussion ouverte, un discours ouvert où différentes personnes peuvent émettre des théories, qu'elles aient raison ou tort, et qu'elles en discutent. Mais cela a été jeté par la fenêtre pendant cette pandémie. Et ceux d'entre nous qui avaient un point de vue différent sur la question au printemps ont été pratiquement réduits au silence, ou censurés, ou ignorés. Et ce n'est que récemment, à l'automne, que le débat a été plus vigoureux, ce qui est formidable, mais cela aurait déjà dû se produire au printemps.
Et cela aura aussi des conséquences extrêmement néfastes pour l'avenir. Et nous devons trouver un moyen de faire face à cela. Il y a comme une sorte de malaise dans notre façon de penser. Et les gens ont peur de s'élever contre le discours établi sur cette pandémie. Le dernier principe, le 12e principe, est qu'en matière de santé publique, nous devons écouter le public, parce que ce sont eux qui vivent ces conséquences sur la santé publique. Ce sont eux qui voient leur enfant penser au suicide. Ce sont eux qui voient une personne âgée, leur mère ou leur père ou leurs grands-parents dans une maison de retraite. Et ils ne peuvent pas leur rendre visite. Ce qui fait qu'ils perdent lentement tout intérêt pour la vie. Ce sont eux également qui ne peuvent pas nourrir leurs enfants parce que le marché est fermé, surtout dans le tiers-monde, mais aussi en Europe occidentale. C'est donc un autre problème que les responsables de la santé publique ont en quelque sorte essayé d'imposer leur message, mais sans écouter ce que les gens disent. Et c'est une partie énorme et importante de la santé publique, d'écouter le public. Donc tout ça est de mon point de vue très étonnant. En tant que scientifique de la santé publique, j'ai travaillé sur les épidémies de maladies infectieuses pendant une vingtaine d'années, interagissant avec la plupart des pays, avec la plupart des départements de santé nationaux du monde, sur les différentes épidémies de maladies infectieuses et la surveillance des maladies. Et c'est très étonnant de voir comment les principes de santé publique sont jetés par la fenêtre. Donc, ce que nous avons fait en octobre, parce que beaucoup d'entre nous, spécialistes des maladies infectieuses, étions frustrés par la situation, nous avons essayé de dire les choses. Souvent, nous n'avons pas pu nous faire entendre, et quand nous le pouvions, les gens nous ont en quelque sorte rejetés, comme si nous disions des choses aberrantes. Alors ensemble, avec le professeur Suna Gupta de l'Université d'Oxford, qui est pour moi le plus éminent épidémiologiste des maladies infectieuses du monde, et le docteur Jay Bhattacharya de l'Université de Stanford, expert en maladies infectieuses et leurs effets sur les populations vulnérables, nous nous sommes réunis et avons écrit une déclaration intitulée « La Grande Déclaration Barrington ». C'était début octobre et il n'y a rien de nouveau dans cette déclaration parce qu'elle parle des principes fondamentaux de la santé publique. Nous trois, plus beaucoup d'autres, essayons de la diffuser depuis le début de cette pandémie. Nous devrions avoir une stratégie de protection ciblée nous permettant de faire un meilleur travail en protégeant les personnes âgées à risque, en utilisant les moyens de santé publique standards et en même temps, les étudiants devraient aller à l'école et les jeunes adultes devraient pouvoir vivre leur vie normalement. C'est toujours bien de se laver les mains fréquemment et rester à la maison est le meilleur conseil si on se sent malade. Pas seulement pour le Covid, mais aussi pour la grippe et pour les autres maladies infectieuses. Mais pour ce groupe, les conséquences des dommages collatéraux sont bien pires que le plus minuscule risque lié au Covid-19. Donc, nous avons publié cette grande déclaration Barrington et vous pouvez la lire sur gbdéclaration.org. Il y a aussi une section foire aux questions qui décrit les choses plus en détail. Et à ce jour, nous avons plus de 750 000 co-signataires, parmi lesquels plus de 10 000 scientifiques de la santé publique et du monde médical, ainsi que beaucoup de médecins traitants. Ce n'est donc pas une opinion marginale. Elle est très peu relayée par les médias, mais beaucoup dans la communauté médicale sont d'accord avec cette déclaration. Et encore une fois, nous n'avons rien inventé. C'est quelque chose que beaucoup de gens affirment depuis très longtemps. Voilà ce que j'avais à dire sur le Covid-19 d'un point de vue de santé publique. Merci beaucoup de m'avoir écouté. Merci beaucoup, c'est une très bonne contribution.
Merci. C'est ce que nous avions besoin de savoir. Vous savez, une expertise de santé publique et une analyse de la notion de santé publique du Covid. J'ai un étudiant de l'Université de Fribourg, en Suisse, qui est ici et qui aimerait vous demander une petite précision. Oui, vous pouvez venir ici. Leonard Winkler. Hello, yeah, my name is Leonard Winkler and Bonjour, mon nom est Leonard Winkler et professeur Kulldorff, merci énormément. J'apprécie grandement vos commentaires et la déclaration que j'ai lue quelques jours après qu'elle soit sortie et que j'ai relayée. Et je suis tout à fait d'accord avec, mais il y a un point qui m'a dérangé à l'époque et qui me dérange toujours aujourd'hui. Je ne comprends pas quand vous dites maintenant que faire des tests massifs de façon préventive est bonne pour les personnes âgées. Avant, vous faisiez remarquer que tester des personnes asymptomatiques posait un problème, car ça conduisait à avoir des faux positifs. Donc si nous procédons à des tests massifs dans les conditions en vigueur, d'après ce que je sais dans mon pays, l'Allemagne, et aussi en Suisse, les tests en laboratoire à grande échelle sont faits à 45 cycles, une valeur CT à 45. Du coup, quand un test est positif, ils réduisent des fois les cycles à 35, ce qui à mon avis est toujours trop élevé. Donc si vous dites d'un côté test massif et de l'autre côté problème des personnes asymptomatiques, même si nous les testons les personnes âgées largement asymptomatiques à 45 cycles, nous nous retrouverons toujours avec beaucoup de cas positifs. Donc je ne comprends pas la cohérence de votre propos sur ce point et je voudrais entendre votre explication sur cela si c'est possible. Merci. Merci Léonard, c'est une bonne question. Je suis très largement contre tester massivement les personnes asymptomatiques. Par exemple, nous ne devrions pas tester les écoliers ou les étudiants. Il n'y a pas d'objectif de santé publique à cela. Et c'est en fait néfaste parce qu'on va simplement fermer les écoles ou dire aux gens de ne pas venir à l'école alors qu'ils peuvent aller à l'école. Je pense également qu'il n'est pas nécessaire de tester les personnes qui ont de légers symptômes. Elles peuvent juste rester chez elles jusqu'à ce qu'elles se sentent mieux. Il n'y a pas besoin de les tester pour ça. En revanche, là où il est important de tester, c'est bien sûr quand quelqu'un est sérieusement malade, pour pouvoir le soigner, pour savoir s'il a le Covid-19 ou si c'est autre chose. Là, le test est important. Il est aussi important pour protéger les très vulnérables, comme dans les maisons de retraite. Donc je pense qu'il est important de tester le personnel des maisons de retraite, pas pour la protection du personnel, mais pour repérer si quelqu'un est infecté, pour éviter de propager la maladie aux résidents de la maison de retraite. Et je pense que cela devrait être fait assez fréquemment. Et je pense que c'est OK qu'ils soient asymptomatiques ou symptomatiques. Parce que le but n'est pas de les protéger eux, mais de protéger les personnes avec qui ils travaillent. Et quand on arrive à certains seuils, je pense que dans une telle situation, il est plus important d'être vigilant que désolé. Peut-être que des personnes ont été testées positives alors qu'elles ne l'étaient pas. Eh bien, elles ont pu passer du temps chez elles. Et c'est dommage, car on aurait eu besoin d'elles dans une maison de retraite. Mais d'un autre côté, c'est mieux d'être vigilant que désolé. Qu'elles n'infectent pas de résidents qui, eux, sont fragiles, frêles et à haut risque. Donc, les seuils utilisés pour les tests dépendent de chaque situation. Ok, merci beaucoup. Professeur Kulldorff, travaillez-vous avec des avocats ? Je ne travaille pas avec des avocats. Mon collègue, co-auteur de la Grande Déclaration Barrington, le docteur Jay Bhattacharya, lui a fait beaucoup de travail juridique. Moi non, je n'ai pas fait de travail juridique. Alors la déclaration est protégée ? Pour faire en sorte qu'elle soit quelque chose de plus légal ou éthique ou une directive pour le futur ? C'est juste pour savoir. Exact, ce n'est pas juridique. C'est plus, je l'espère, une directive. Et nous la voyons aussi un peu comme un bouclier et un fer de lance pour d'autres. Il y a beaucoup de gens en dehors de la santé publique qui en fait comprennent très bien la santé publique.
et qui s'opposent au confinement et qui sont écartés car « Oh, vous n'êtes pas épidémiologiste, vous ne connaissez rien aux maladies infectieuses ». Donc je pense qu'avoir 3 personnes ayant travaillé pendant plusieurs décennies dans la technologie des maladies infectieuses, statuant des principes clairement sur une page, je pense que c'est une aide pour d'autres, afin d'argumenter contre les confinements très dommageables, autant en public qu'en privé, que pour les médias ou pour les avocats dans les tribunaux. Okay, thank you very much.